Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 7e numéro des dossiers du journal télévisé. Pour ce 7e numéro, nous irons ensemble découvrir un village. Ce village s'appelle Bacha, il est situé dans la sous-préfecture de Grand Bérébi. Dans ce village, un tradit praticien fait des merveilles. Il permet à des accidentés de recouvrer l'usage de leurs membres fracturés. Nous irons également découvrir un exemple de foi et de persévérance, un vieil homme qui a fini par décrocher le baccalauréat. Il a 60 ans et il a de grandes ambitions pour ses études. Nous irons également à la découverte de Mono Gaga. Les somptueuses plages de ce petit village n'attirent plus les foules. Que s'est-il passé pour en arriver là? La réponse dans le dossier de Sam Conan, un dossier qui vous sera proposé au cours de ce 7e numéro des dossiers du journal télévisé. Et puis, nous irons ensemble découvrir un petit marché qui lui également n'attire plus les foules. Il s'agit du petit marché de Guessabo. Et enfin, nous reviendrons à Abidjan où nous pourrons ensemble apprécier la guerre que se livrent les sociétés de transport sur le plan d'eau lagunaire à Abidjan. Merci de nous suivre, bienvenue. Oui, bonsoir, mesdames et messieurs, direction Bacha, ce petit village situé dans la sous-préfecture de Grand Bérébi. Comme nous le disions à l'instant dans les titres, dans ce petit village, un tradit praticien fait des merveilles. Il recueille sous son toit, dans sa clinique de fortune, des accidentés de la route, ceux victimes de fractures. À l'aide d'une science dont lui seul a le secret, il permet à ces accidentés de recouvrer l'usage de leurs membres. Bacha, le village où la médecine traditionnelle semble faire des merveilles. Le dossier est de Sam Conan, Hervé Blé, Carré Adama. Sous-préfecture de Grand Bérébi, Bacha. Ici, de nombreux accidentés reprennent goût à la vie après 4 à 5 mois de traitement en fonction de la gravité de la fracture. Le sauveur, le guérisseur en chef, c'est lui. Il y a eu le patriarche qu'il a fait à son temps. C'est après son grand frère que lui, il est en train de soigner. À la tête d'une équipe composée de jeunes du village, il soigne, répare les membres endommagés au cours d'accidents. Mais tenez-vous bien, la radiographie est exigée. Quand un malade arrive comme ça, on lui dit d'aller faire la radio. Et c'est par rapport à la radio qu'on essaie de localiser le mal. Je n'ai pas fait de médecine moderne, mais je suis un praticien. Je travaille avec des gens que vous ne pouvez pas voir, que moi je vois. Il y a des gens, quand je les regarde, si je ne peux pas, je leur dis je ne peux pas. Les victimes viennent de partout, toutes attirées par la réputation de Bacha, village de la tribu Wanyé. Je viens de Bleu-Lequin. Moi, je suis une commerçante de pain, bananes, en brousse. Je suis allée chercher une moto pour aller chercher une voiture pour faire sortir ma banane. C'est dans ça maintenant, les 2 motos, il y a eu croisement. Et moi, il y a eu fracture sur mon pied. J'ai fait 2 jours à Djoula à l'hôpital. Après ça, on m'a envoyé dans un village pour me soigner. J'ai fait 7 mois là-bas. La dame m'a soigné, mon pied il était très bancal. Quand il marche, je sentais toujours les douleurs. Donc ça, bon, ma petite soeur m'a appelé, comment ça allait, m'a demandé, il dit non, ça ne va pas. J'ai dit bon, viens me voir à San Pedro. J'ai été envoyé dans un village qu'on appelle Bacha. Cette baraque sert de clinique. La préparation du médicament est l'affaire des assistants qui obéissent à un rituel précis. Dans la salle de soins, le malade obtient le traitement approprié, interdit d'y entrer sans l'accord du patriarche et avec des chaussures. 5 personnes assistent le praticien. On soigne le lundi et le vendredi. C'est 2 jours qu'on prend pour travailler dans la semaine. Ça me fait maintenant 6e mois qu'on est là. Depuis à l'hôpital de San Pedro, on m'a dit non, il y a un village qu'on appelle Bacha. Et depuis les 4 mois maintenant, j'ai commencé à marcher sans les bois. Voilà. Et depuis un certain temps, vraiment, je me promène dans le village comme je veux, je rentre quand je veux. Et on dirait que je n'ai jamais fait d'accident. Les nombreuses personnes traitées ici ne manquent pas d'être optimistes après les premiers soins. Le moto qui est venu me coincer, c'est un pied cassé. Le pied cassé, mais le plaie est venu sur le genou. Côté cassé est fini, ça laisse côté plaie. Pour qu'il n'y ait pas à prier mon pied comme avant. Mais il n'y a pas d'abord, mais grâce à Dieu, à les parents, ça va un peu mieux. Bacha reçoit par mois en moyenne 15 blessés. Gîtes et couverts sont offerts à ceux qui doivent résider sur place et à leurs accompagnateurs.
J'étais à Abidjan. Bon, on m'a appelé que mon fils a fait accident. Je suis venue. On nous a bien cueillis. On nous donne à manger, en tout cas. Tout ce qu'on veut, on nous donne. C'est mon fils que j'avais accompagné. On est encore là, il nous a accueillis bien. Ce sont mes parents. Le traitement, c'est ce que la tradition demande qu'on fait. Quand un malade arrive, on lui dit par exemple, avant d'entrer en brousse, il faut un liqueur, le vin et un peu de sucrerie. Souvent, il y a des malades qui viennent seuls, sans femme ni frère, mais on les prend en compte. En retour, ce que tu as, tu donnes. Nos préoccupations, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas aussi du courant. Donc nous aussi, on a aussi besoin de ça. San Pedro, de retour de Bacha, escale au centre hospitalier régional en quête d'un médecin. De nombreuses questions nous taraudent de l'esprit, comme celle-ci. L'efficacité de la médecine traditionnelle est-elle avérée dans la guérison des fractures? Et je pense que le malade qui va chez le praticien, il est mieux placé pour répondre à cette question. Avant même la médecine moderne, il y a quand même la médecine traditionnelle qui existait. Donc je ne peux pas balayer du revers de la main la médecine traditionnelle. Mais moi je reconnais que ça existe. Mais ce n'est pas à moi d'éprouver l'efficacité de la médecine traditionnelle. Sur la question de la collaboration entre médecine traditionnelle et moderne, la réaction du praticien. Il y a des malades, par leur propre volonté, ils nous demandent s'ils peuvent partir, si on peut les libérer pour aller faire un traitement traditionnel. Bon, nous leur disons qu'il n'y a pas de problème. C'est un choix, hein. Le malade il est libre d'aller. Mais je tiens à préciser qu'il y a des praticiens aussi qui sont bien. Quand les malades vont là-bas, ils leur disent carrément ça là, je ne peux pas, il faut aller à l'hôpital. Et ils insistent, praticiens ou médecine moderne, c'est de pouvoir guérir le malade, ce qui est important. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas nous entendre pour le faire dans le bien-être du patient? En attendant, dans la région de San Pedro, pour tous ceux qui choisissent de se confier à la médecine traditionnelle pour le traitement de leurs fractures, et ils sont nombreux, le village de Bacha reste une référence. Bacha, une référence et non d'un moindre, petit village donc situé dans la commune de Grand Bérébi. Un autre cas qui pourrait faire également référence, le cas de ce vieil homme qui n'a jamais perdu confiance en lui et qui, à force de persévérance, a fini par décrocher un parchemin qu'il aura toujours à rechercher, le diplôme du baccalauréat. Il a décidé de se présenter en tant que candidat libre et sa foi et sa persévérance ont fini par payer. Son histoire nous est contée par Konaté Ngana, notre reporter, qui évolue dans la zone du Haut-Sassandra. Dans cette salle de composition du baccalauréat, Doumbia Mamadou est le candidat le plus âgé. Il a 60 ans. À l'âge où certains pensent à la retraite, ce senior s'est lancé dans l'aventure. D'autres le font pour chercher du travail après, mais pour Doumbia Mamadou, c'est un défi personnel. Si aujourd'hui j'ai décidé de passer au bac, ce n'est pas pour devenir ni un fonctionnaire, ni un ministre, mais tout simplement c'est pour me cultiver dans la vie. Et aujourd'hui pour moi c'est un défi d'avoir ce bac, parce que c'est un honneur pour moi. Mardi 24 juillet, jour de la proclamation des résultats du baccalauréat, nous retrouvons Doumbia Mamadou dans son quartier. Il est imam. Une prière dans la mosquée avant de dire au revoir à sa famille dans l'espoir de revenir à la maison avec le précieux sésame. Dans le centre d'examen, une animation particulière règne. L'impatience gagne les uns et les autres, mais Doumbia Mamadou est serein et très confiant. C'est fait. Après de nombreuses tentatives, Doumbia Mamadou a décroché son bac. Le courage, la persévérance et surtout la foi de l'homme de Dieu a fini par payer. J'ai accepté d'aller faire le cours du soir. La recherche du savoir n'a pas d'âge. Donc il faut avoir le courage. Et voilà pourquoi je vous ai promis lors de la composition que vraiment ça va aller. Et aujourd'hui, l'effort a été récompensé par Allah Subhanahu. Merci. De retour dans son quartier, l'imam est accueilli dans l'allégresse. Fierté, émotion, joie, les mots ne suffisent pas pour décrire l'ambiance chez les Doumbia. Un exemple de courage apprécié par ses voisins. Nous sommes tous contents
Parce que ce qu'il vient de démontrer là, ça montre que les gens ne doivent pas se décourager. Avec son âge, il vient d'avoir son bac. Les jeunes gens, je vous encourage, ne baissez pas les bras. Faites comme notre humain qui vient de nous faire honneur. C'est un pour lui. Doumbia Mamadou compte approfondir encore ses connaissances. L'homme de 60 ans se dit prêt à poursuivre les études. Concernant les études, si les moyens me permettent, je compte continuer au supérieur. Parce que bon, vous savez que le supérieur, c'est une question de moyens. Donc s'il y a les moyens, en tout cas, je vais continuer. L'imam Doumbia Mamadou est donc loin de la retraite de la vie intellectuelle. Son prochain défi, c'est le BTS. Et l'on lui souhaite de le décrocher avec une mention spéciale, celle de la volonté. De la volonté pour triompher du désespoir, un exemple qui pourrait en inspirer à plusieurs. Un exemple de foi et de persévérance. Au-delà de cette foi et de cette persévérance, après avoir fourni de tels efforts, il convient certainement d'aller se relaxer. Un endroit qui pourrait véritablement accueillir des visiteurs parce que très apprécié et très prisé pour ses belles plages, Monogaga. Mais voilà, Monogaga n'attire plus. Ces foules qui se déportaient sur ce lieu n'y vont plus. Quelle est la raison qui explique ce désintérêt général manifesté vis-à-vis de Monogaga? Notre reporter Sam Conan s'est intéressé à la question. Le dossier est de Sam Conan, Hervé Blé, Carré Adama. Monogaga, c'est un site touristique. Mais si Monogaga est là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Monogaga n'est plus Monogaga, ça fait mal. Pour le vérifier, rendons-nous à Monogaga à partir de San Pedro. La côtière n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le bitume s'est laissé phagocyter par de larges crevasses. Voyage difficile en perspective. Monogaga, carrefour. À partir d'ici, une dizaine de kilomètres de pistes à parcourir jusqu'à Monogaga. Le village n'est pas aisé à atteindre. La route met à rude épreuve tout véhicule qui l'emprunte. Pour les populations, la marche reste le meilleur moyen de rallier les différents villages. Pour là n'est pas bon. On marche pour quitter à deuxième campement, Zaou. On cherche voiture pour venir à Monogaga pour vendre, mais il n'y a pas de voiture. Vraiment, nous fatigue trop à Monogaga ici. Des motos sur les pistes, peu ou presque pas de véhicules. La raison est toute simple. Des fois, il y a des femmes qui en grossesse, on nous appelle de venir les chercher. En cours de route, on rase les carrans ou les crévisions de pneus fait que les trous qui sont creusés, on ne peut plus arriver. Avant, j'ai fait 6 voyages par jour. Aujourd'hui, compte tenu de la route, j'ai fait 2 voyages. On quitte à San Pedro, à partir de 7 h, on arrive à 11 h. Pour le moment, on est 4 taxis. Mais les 2 étaient au garage parce que quand tu pleures, si tu forces un peu, le camion garde sur la route. Aujourd'hui, j'étais seul. Une vue panoramique qui subjugue. La baie en contrebas offre toute sa beauté à quelques centaines de mètres de Monogaga. Dans ce village qui rumine la mauvaise passe qu'il traverse depuis des années, l'époque glorieuse est encore présente dans bien d'esprits. Tout a commencé à décliner à partir de la crise de 2002. La langouste d'or, qui a écrit les belles pages des lieux, n'est plus que ruine et désolation. Avec la fermeture en 2002 du complexe hôtelier, se sont envolés ces autres en quête d'exotisme et de repos. Depuis 2002, les touristes venaient un peu, mais pas trop. Mais aujourd'hui, par rapport à la route, les touristes ne viennent plus. Avant, à Monogaga, en tout cas, la vie se passait très bien. Il y avait des touristes, ils avaient des guides, ils avaient des paillotes. Les jeunes gagnaient leur vie, ça, il faut dire la vérité. Et Monogaga était Monogaga. C'est à ce moment-là que Mewe a chanté Monogaga. Monogaga n'est plus Monogaga de Mewe. Non, le Monogaga n'est plus Monogaga que moi j'ai connu. La population aujourd'hui vit des fruits de ces plantations de café et de cacao, également de la pêche pratiquée par une frange de sa population d'origine ghanéenne. On a 3 types de saisons ici. Pendant la saison pluvieuse, on pêche les langoustes, les bars, les capitaines et autres. Et la deuxième saison, c'est à partir de mai, août, septembre, octobre, comme nous sommes présentement. Ce sont les petits poissons qu'on appelle les petits capitaines et autres. Et la troisième saison, c'est toujours les bars et les langoustes. C'est d'octobre à mars. Bon, les difficultés particulières, plus souvent quand les poissons sont stockés, compte tenu de la route, on a des problèmes pour les faire sortir.
Nous n'avons pas de chambre froide ici. La pêche aux hommes, le fumage du poisson est ici dévolu aux femmes. Femme qui vient payer poisson ici, des fois il vient, il n'y a pas de camion, poisson là, ça se pourrit dans nos mains. S'il dit il n'y a pas la route, il ne vient pas. On fume poisson, des fois c'est 1 mois, 2 mois, il n'y a pas criant. Monogaga n'est pas raccordé au réseau national de distribution d'eau. Le village n'est pas non plus connecté au réseau électrique national. L'obscurité fait pourtant place à la lumière une fois la nuit tombée, grâce à l'ingéniosité d'un jeune du village. J'étais dans le village, j'avais un maquis. Le maquis, je louais des petits moteurs pour alimenter mon maquis. Mais ça me coûtait, ça me faisait dépenser beaucoup. Et j'avais un ami qui a alimenté avec ce moteur Moussadougou. Et je savais le regarder, mon petit, je veux que tu payes ce moteur. Ça peut alimenter ton maquis et servir maintenant ton village. Maintenant, ça te permet de faire le commerce. Tu peux avoir de l'argent pour fonctionner bien ton projet. Et je me suis jeté dans ce domaine. Monogaga, paradis terrestre, est-il condamné à ne vivre que du souvenir de ces heures glorieuses? Non, répond le directeur régional du tourisme. On peut sauver Monogaga. Parce que si nous disons que nous ne pouvons pas sauver Monogaga, c'est comme si nous désespérons. Nous pouvons vraiment sauver Monogaga, d'autant plus que les infrastructures, c'est-à-dire que les sites existent. Nous avons la mer qui existe, nous avons encore la belle plage qui existe, et nous avons même une particularité de Monogaga. Vous avez la mer qui est véritablement bleue, de plein bleu, et qui borde la forêt, et je dirais primaire. Ça, c'est une particularité. Vous avez une forêt primaire en bordure d'une mer aussi moins agitée. Mais pour sauver le Monogaga, c'est l'accessibilité. Je pense que si la voie est vraiment nettement tracée, les opérateurs économiques peuvent s'investir. Monogaga, c'est une plage parmi les plus belles de Côte d'Ivoire, d'aucuns disent la plus belle. Difficile, quand on a le privilège de la fréquenter, de rester indifférent à son sable fin, à ce bel horizon qui continue de donner aux populations l'espoir d'un futur glorieux et d'une reprise de l'activité touristique ici. Une autre attraction, mesdames et messieurs, qui aujourd'hui n'attire plus les foules, le petit marché de Guessabo. Autrefois réputé pour la disponibilité du poisson frais sur son site. Une situation qui n'est pas faite pour arranger les commerçantes qui évoluent sur le site, mais une situation qui n'est pas également faite pour arranger tous les amoureux de poissons frais. Qu'est-ce qui explique le fait que le poisson soit aussi rare sur ce marché qui ne connaît plus ses heures de gloire? La question a intéressé notre reporter, Konaté Ngana. On fait 14 et puis c'est fini. Je ne discute plus, 14. 15. 14. 15. Il est presque impossible de s'offrir du poisson à Guessabo, à une 60aine de kilomètres de Daloa. Le prix du poisson a considérablement augmenté ces derniers temps dans cette localité qui pourtant est réputée pour alimenter en poisson toutes les régions voisines. Je suis quitté à Fakobli pour des funérailles. Donc au passage, je voudrais acheter quelque chose pour madame, mais c'est cher. C'est cher. 1 kg à 3 000. Biole 1 kg à 3 000. Si tu as payé 1 kg à 3 000, on va vendre combien? Prix un peu élevé. Mais on va faire comment? Il faut prendre, on doit manger, non? Le petit marché de poissons en bordure de route n'attire plus les voyageurs. Les passants se plaignent de la cherté du poisson, de plus en plus difficile à endurer. C'est trop cher. Il n'y en a pas. C'est pas la saison. L'eau aussi est partie ou bien? Les clients ont raison. Ils ont l'habitude de payer moins cher. Que maintenant c'est cher. On leur fait comprendre que vraiment maintenant il n'y a pas de poisson. C'est poisson de fleuve, c'est périodique. C'est pas toute l'année il y en a. Il y a des mois il y en a, il y a des mois il n'y en a pas. Donc ceux qui ont l'habitude d'acheter, qui connaissent la qualité de nos poissons, ils ne se plaignent pas quand ils viennent, ils achètent. Ils savent qu'à notre jour, ils vont gagner un prix plus meilleur. Malgré la situation de la localité en bordure du fleuve Sassandra, le poisson est toujours rare. Selon les pêcheurs, la rareté du poisson est due à la saison des pluies. Le niveau des cours d'eau est très élevé. Il y a un temps pour qu'on gagne poisson. Bon, si l'eau la tarie, bon, on gagne poisson. Bon, si l'eau là, si c'est balèze, bon, il n'y a pas de poisson. À cause de la flambée des prix, due à la rareté du poisson dans les eaux, la localité de Guessabo ne grouille plus de monde comme par le passé. Et l'ambiance de marché, qui faisait la particularité de la localité, n'existait plus.
Quittons les interminables négociations qui ont lieu sur le marché de Guessabo pour pouvoir s'approvisionner en poissons et prenons à présent la direction de Abidjan. Abidjan où le plan d'eau lagunaire subit la véritable concurrence que se livrent les sociétés de transport lagunaires. Chacune de ces sociétés y va de ses techniques pour attirer ses clients. Une bataille rangée entre sociétés de transport lagunaires pour pouvoir répondre aux attentes et aux exigences d'une clientèle de plus en plus insatisfaite. L'enquête, le dossier est signé Francis Boifo, Djamasso, Célestin Frodo. Pont Félix Houphouët-Boigny et Général de Gaulle. C'est la circulation dans tous les sens. En dessous de ces infrastructures historiques, un autre trafic. Cette fois, sur l'eau avec deux structures. La Société des transports abidjanais Sotra, créée par l'État en 1960, et une société privée installée en mars dernier. Cette structure privée utilise les quais de la société publique, ce qui est surprenant pour certains Ivoiriens. C'est quand même des Ivoiriens qu'on transporte. Tout ce qui peut être fait pour permettre à nos concitoyens de voyager, de se déplacer tranquillement, nous le ferons. Une sorte de partenariat public et privé pour assurer la mobilité des Abidjanais. L'État l'y tient, les entreprises aussi. On a un taux de remplissage autour des 25%. Avec la mise en place future des lignes de rabattement sur les différentes gares STL, on va rapidement monter à peu près 80% de taux de remplissage de notre parc en ligne. Sur l'eau, l'enjeu se situe au niveau de la disponibilité des bateaux et surtout des prix pratiqués sur les lignes. 150 francs CFA par exemple, la traversée plateau Trècheville pour la Sotra et 200 francs CFA pour la société privée. 200 francs, c'est abordable. C'est vrai qu'il y a une différence, mais bon, c'est déjà ça, c'est bon. Ailleurs, vous avez à 100 francs, 150 ici, c'est 200. Comparé au pouvoir d'achat de citoyen lambda, je crois que c'est cher, quoi. Le directeur général de la société fait des éclairages sur les coûts. C'est cher, c'est relatif. Il faut dire que pour un tronçon Trècheville Plateau, que vous connaissez, et pour lequel le concurrent actuel était à 150 francs CFA, en prenant en compte la compensation financière qu'ils ont, nous offrons aujourd'hui un service avec des navires mieux adaptés, plus confortables, avec des horaires, de la ponctualité qui est de rigueur, avec un service de Wi-Fi à bord de nos navires. Donc c'est pour dire que pour 50 francs de différence sur les deux opérateurs en ce moment, on peut dire que STL essaie vraiment de mettre le client, l'usager au cœur vraiment du service en répondant à toutes ses attentes. Les responsables de l'entreprise disent vouloir accompagner le gouvernement à assurer le transport des Abidjanais. 17 milliards de francs CFA ont été investis pour la phase d'installation avec 6 bateaux. D'ici 2 mois, nous aurons 16 bateaux exactement en exploitation, dont un navire VIP qu'on va avoir avec restaurant à bord pour pouvoir offrir des prestations de qualité d'un certain niveau pour du tourisme. Et on va rapidement passer en 2018 à 32 navires en exploitation pour finir à 45 navires en 2019. La Sotra, qui avait le monopole, transporte 30 000 personnes par jour. Et ces 30 000 personnes-là bénéficient des services des autobus à leur destination à Yopougon dans un cadre de transport intégré. Parce que vous prenez votre ticket au plateau, avec le même ticket, vous arrivez à Bobo-Doumé, vous empruntez un autobus pour arriver à votre destination finale. Nous allons continuer à construire des bateaux ici comme on le fait et nous allons aussi chercher de nouveaux constructeurs pour avoir des bateaux de nouvelles générations avec de nouveaux designs. C'est une véritable bataille engagée tant au niveau économique qu'en termes d'occupation de la lagune entre la Société des transports abidjanais et la Société de transport lagunaire, même si des deux côtés, on n'ose pas parler de concurrence. Nous avons poussé donc ces sociétés-là à alléger donc la souffrance des Ivoiriens. La Sotra peut utiliser donc les bateaux de la STL. La STL devra aussi donc transporter les passagers donc de la Sotra. Donc il faut que nous puissions organiser donc tout cela. Ce qui importe pour le gouvernement, c'est faciliter le transport des Abidjanais. Un troisième opérateur est annoncé. Les deux premiers ne pouvant pas à eux seuls satisfaire le besoin de mobilité par la lagune et briller. Ce qui justifie l'utilisation des moyens de fortune, communément appelés PINAS, pour se déplacer. Nous sommes à Abobo-Doumé, dans la commune d'Atekoubé, il est 8 heures.
À la Pinasse, c'est encore plus rapide. Voilà, donc c'est la Pinasse actuellement qui nous aide à traverser. Donc nous sommes là pour ça. Et puis, Des individus nous empêchent de tourner. On apprend cependant que le trafic à Bobo-Doumé, plateau Treichville coûte 150 francs CFA par Pinasse contre au moins 200 francs CFA ailleurs. Les Pinasses sont les moyens privilégiés de transport pour beaucoup d'Abidjanais. Seul problème, la sécurité des passagers. Offrir pour séduire une clientèle de plus en plus exigeante, les sociétés de transport qui exercent sur le flanc d'eau lagunaire maximiseront certainement leur stratégie marketing afin de s'attirer les faveurs d'une clientèle de plus en plus exigeante. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce 7e numéro des dossiers du JT. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée.